Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Ah oui, c'est notre mission quotidienne. Tous les jours, on vous apporte des idées pour optimiser vos placements. Et pourquoi pas privilégier la société civile? Quels sont ses avantages et ses pièges? Pour vous guider, l'un des meilleurs spécialistes vient de nous rejoindre. Étienne Guérin. Bonjour Étienne. Bonjour Guillaume. Vous êtes notaire, directeur du pôle ingénierie patrimoniale chez VH15. Avant de nous présenter les avantages et les pièges aussi de la société civile, et ces avantages pour tous les épargnants, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une société civile? Alors une société civile, avant tout, c'est une société, comme son nom l'indique. C'est une vraie société. Ça, il faut en avoir conscience parce que ça signifie qu'on a tout de même une gestion à réaliser sur cette société. Mais c'est un outil de gestion relativement souple de son patrimoine et ça permet d'avoir une vision qui soit dynamique et qui permette justement de loger soit des actifs immobiliers, soit même des actifs financiers au sein de cette société civile et de travailler immédiatement ou à terme sur plusieurs générations. Ça peut permettre en effet de maîtriser sa succession, parfois de limiter les impôts. Dans quel domaine peut-on monter une société civile? On en entend souvent parler dans l'immobilier, les SCI, mais on imagine que c'est plus large. Absolument, c'est beaucoup plus large. Ça va dépendre en fait de la manière dont vous rédigez votre objet social. L'objet social, en réalité, c'est ce que la société va pouvoir faire. Si vous limitez votre objet social à de l'immobilier, elle ne pourra faire que des acquisitions immobilières, mais vous pouvez complètement prévoir que cette société aujourd'hui va acquérir un bien immobilier locatif par exemple, et demain, si les associés, si le gérant en a la capacité, s'il le décide, on pourrait très bien céder le bien immobilier et gérer des actifs financiers, que ce soit des OPCVM ou des contrats de capitalisation. Alors vous allez nous dire si c'est facile de monter une société civile. D'abord, quel est l'intérêt là pour nos téléspectateurs, les auditeurs, les particuliers qui nous écoutent et qui ont peut-être un patrimoine familial? Pourquoi, selon vous, doivent-ils monter une société civile? Alors, on va distinguer, si vous le voulez bien, la partie juridique et la partie fiscale. Au niveau juridique, l'intérêt de la société civile, c'est que vous allez éviter, notamment en matière de succession, les problèmes d'indivision. Je m'explique très simplement. Un parent vient à décéder, a un actif immobilier, les enfants arrivent avec le conjoint survivant en concours à la succession, les enfants vont se retrouver indivisaires. L'indivision, c'est relativement instable puisqu'en fait, chacun peut demander, on le sait bien, à tout moment à sortir de l'indivision. Et si c'est un actif qui doit être conservé dans la famille, alors ça devient relativement fragile. Ouais. Si on raisonne maintenant par le biais d'une société civile, c'est la société qui détient cet actif immobilier, les enfants, les parents ayant eux-mêmes des parts sociales. Donc même si l'un des parents vient à disparaître, de toute façon, l'actif reste logé dans la société civile et donc on a déjà cette sécurité de conservation et de détention du patrimoine familial. Ouais, ça fait beaucoup d'avantages. Ça veut dire que je peux transmettre la quasi-totalité de mes parts à mes enfants et garder le pouvoir si je le souhaite. Absolument. Et je peux aussi prévoir à l'avance, avant ma mort, qui sera le futur gérant de la société civile. Absolument. Je vois que vous êtes complètement averti. C'est vraiment l'idée. Sur une société civile, j'ai une très grande liberté rédactionnelle. Donc je peux tout à fait prévoir que les parents à l'extrême aient par exemple 5% du capital social, mais 95% des droits de vote, sont des techniques que l'on utilise d'ailleurs sur des sociétés commerciales également. Les enfants ayant 95% du capital, mais 5% simplement des droits de vote et donc du pouvoir. Donc là je conserve complètement mon pouvoir et ça me permet de transmettre par anticipation, parce que j'aime mes enfants, mais pour autant j'ai envie de conserver mes pouvoirs de décision. Ouais, on est dans l'intérêt juridique là. Là, on est dans l'intérêt juridique. Et il y a d'autres intérêts pour les épargnants? Alors, sur un plan fiscal, oui, il peut y avoir un intérêt, notamment en matière d'ISF peut-être. Vous savez qu'en matière d'ISF, on est taxable au 1er janvier sur la valeur des biens. C'est-à-dire que si demain je mets un bien à la vente sur le marché, s'il est libre, que je n'ai pas d'occupant dedans, j'ai une valeur, admettons, 2000. Si je détiens ce bien par le biais d'une société civile et que j'ai prévu que mon capital social serait familial et donc ne serait pas ouvert facilement à n'importe quel acquéreur potentiel, j'ai ce qu'on appelle une clause d'agrément. Comme j'ai une clause d'agrément, le capital, les parts sociales sont moins facilement cessibles et alors ça me permet de décoter la valeur globale de ma société civile. Ah, pas mal. C'est pas inintéressant. Décoté de combien? 10 à 15% en moyenne, sachant qu'attention tout de même, on est sur un usage administratif et vous ne trouverez pas une instruction fiscale là-dessus précisant que, en fonction de la nature du bien, vous pouvez décoter de tel ou tel montant. Oui, mais grâce à la société civile, je peux décoter de 10 à 15%, comme vous le disiez, et payer moins d'ISF. Et payer moins d'ISF. Pas mal, absolument. pas mal. En matière de transmission, là aussi sur un plan fiscal, un point intéressant, j'ai un bien immobilier qui vaut 1000. J'ai en face un emprunt de 800 par exemple. Si je transmets aujourd'hui ce bien immobilier à mes enfants,
il aura une valeur taxable à la donation de 1000. Je ne vais pas pouvoir déduire le passif, sauf conditions un peu particulières. Sur une société civile, par contre, la société civile détient le bien immobilier qui vaut 1000, a un endettement à hauteur de 800. Donc là, je raisonne comme toute société en valeur d'actif net. Ma société civile vaut 200. Bon, on vient d'évoquer les avantages de la société civile pour les épargnants, les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent, nous regardent, qui ont un patrimoine familial. Pour les chefs d'entreprise aussi, il y a un intérêt à monter une société civile. Absolument. Et d'ailleurs, de plus en plus de chefs d'entreprise avertis montent des sociétés civiles. Pourquoi? Globalement, j'ai 3 options lorsque je suis chef d'entreprise et que je souhaite acquérir mes murs. La première option que je peux avoir, c'est d'acheter hors société, d'acheter moi-même particulier chef d'entreprise en direct mon actif immobilier. Je repars alors demain à ma succession sur des problématiques d'indivision et de fragilité d'indivision. Autre option, c'est d'acheter mes actifs immobiliers en les logeant dans ma société d'exploitation. Mais là par contre ça signifie quoi? Demain si je veux vendre ma société, premier point, je vends aussi bien le fonds de commerce que les murs. Donc je n'ai plus mes murs, ce qui est tout de même dommage si je souhaitais les conserver pour compléter mes revenus, par exemple, à la retraite. Et puis surtout, très honnêtement, demain, je suis moi l'acquéreur de cette société. Je vais dire, écoutez, ce qui m'intéresse, moi, c'est votre cœur de business. C'est pas nécessairement l'immobilier. Donc, je vais essayer de décoter le prix. Donc ça peut devenir une fausse bonne ou une vraie fausse bonne idée. Vous voyez ? Si par contre, je détiens cet immobilier par une société civile. J'ai donc ma société d'exploitation, ma société civile. Demain, je vends ma société d'exploitation sans décote. Je conserve ma société civile et donc je conserve également les revenus pour compléter mes ressources. Et je peux transmettre à terme. Énormément donc d'avantages que vous nous avez donnés pour des familles, pour gérer les questions fiscales, pour des chefs d'entreprise. Il n'y a que des avantages ou il y a sinon des inconvénients, des pièges à éviter? Voilà, plutôt des pièges ou des limites, en tout cas, bien évidemment, auxquelles on doit penser. Première limite qui me viendrait en tête, ce seraient les parents qui se diraient ayant des enfants mineurs, on va mettre en place une société civile pour acheter de l'immobilier locatif, par exemple, et on va tout de suite faire participer nos enfants mineurs. Ouais. Il y a beaucoup de cas comme ça Il y a beaucoup de cas, il y a en tout cas régulièrement cette volonté des parents de faire participer rapidement les enfants pour pouvoir transmettre sur une base taxable quasi nulle ou nulle. Bon. Par contre, ici, si j'ai des enfants qui sont mineurs, ils n'ont pas de capacité juridique, notamment par rapport aux dettes. Ils ne vont pas pouvoir porter des dettes. Donc si je crée d'abord ma société civile avec mes enfants, puis après emprunt, nécessairement, je vais devoir demander l'accord du juge des tutelles. Ah d'accord. Même si on est parent, papa, maman de l'enfant, on doit faire recourir au juge des tutelles. Absolument. Dans ce cas-là, oui, puisque vous allez endetter un enfant mineur. Donc le principe, c'est le schéma. En réalité, les parents constituent cette société civile. La société civile emprunte, acquiert, et ensuite, dans un deuxième temps, on transmet les parts sociales aux enfants. Mais il aura fallu quand même prévoir de manière un petit peu fine la rédaction des statuts et la contribution aux dettes, notamment. D'accord. Donc là, un point d'attention à marquer tout de même. Quand on veut mettre de l'endettement dedans, attention aux enfants mineurs. Attention aux enfants mineurs, attention en fait dans l'ordre des opérations. Ouais. D'abord constitué, puis donné a priori. Ouais. Et puis on parle de société civile, c'est Oui. peut-être pas par hasard, on fait pas n'importe quoi au sein de cette société. Absolument, absolument. La société est civile, donc elle a un objet civil. Ça veut dire que je pourrais très bien me dire, est-ce que je peux réaliser avec cette société une activité commerciale ou non? A priori, non. A priori. A priori, pourquoi? Parce que ma société civile, fiscalement, par nature, est à l'impôt sur le revenu. Si demain je réalise une activité commerciale, elle va être à l'impôt société. Ça veut donc dire que si j'achète par exemple un bien immobilier et que je me dis, si je le meuble, ce bien, je vais faire une location meublée, je vais peut-être avoir une rentabilité plus intéressante. Dans ce cas-là, je ne génère non plus des revenus fonciers, Commerciaux. mais des bénéfices commerciaux. Et donc je passe à l'impôt société. Alors, le problème, ici, Si on est déclaré société civile et qu'on fait de la location meublée, il se passe quoi? On est sanctionné c'est un carrément? bien commercial, Ouais. vous êtes immédiatement sur un passage sous IS. D'accord. Alors le souci... Et on peut mettre peut. celle-ci sous IS. Bien sûr, on peut avoir une société civile sous IS, vous avez pleinement raison. Par contre, si je suis sur une gestion de patrimoine immobilier familial, ce que je sais, c'est qu'à l'impôt sur le revenu, plus le temps va passer et plus je vais vers une exonération de mes plus-values immobilières. À l'impôt société, vous le savez parfaitement, c'est l'inverse puisque j'amortis mon bien. Plus le temps passe, plus j'amortis et donc au moment de la vente, je vais être à 33%.
Donc je ne vais pas vers l'exonération, mais je vais vers une taxation, au contraire. Donc là aussi, peut-être un point d'attention à avoir en tête. A priori, on ne fait pas de location commerciale avec une société civile. On nous pose une question sur Internet de savoir quelle est la différence entre une SCI et une SCF. Du marketing. Juste du marketing. Oui. Société civile foncière et société civile immobilière. Ou société civile familiale. Familiale. Alors, on a ce qu'on appelle les SCI, sociétés civiles immobilières, les SCF, les sociétés civiles familiales ou de famille, les SCP, les sociétés civiles de portefeuille, etc., etc. J'ai tendance à dire que c'est du marketing juridique, puisqu'en réalité, c'est une société civile. Le fait qu'elle soit familiale, ça signifie simplement que votre actionnariat est familial. Immobilière, que l'activité première est immobilière. J'ai toujours tendance, et c'est ce que l'on fait chez VH15, nous parlons de société civile, sachant qu'ensuite, je vois ce qu'il en est de l'actionnariat et de l'activité. Bon, et c'est facile de monter une société civile? Ça se fait rapidement, là, comme pour ceux qui veulent devenir auto-entrepreneurs, c'est assez facile, on remplit des petites cases sur Internet. Alors, il y a vraiment deux options. Il est facile de trouver n'importe quel statut de société civile sur Internet. Par contre, je ne suis pas certain que vous ayez ici les meilleurs statuts et les statuts les plus évolutifs. Ça veut donc dire que ça ne sera pas vraiment coûteux initialement, mais vous vous préparez des lendemains qui chantent. À mon sens, il vaut mieux ici avoir recours à un conseil juridique et a priori, puisqu'on parle d'immobilier, plutôt à un notaire qui, lui, va avoir une certaine pratique de la société civile et qui va pouvoir vous apporter le conseil adéquat. Il prêche pour sa paroisse quand même, Étienne. Étienne Guérin, notaire, merci d'être venu sur le plateau de BFM Business, directeur du pôle ingénierie patrimoniale chez VH15. Voilà, c'est important de parler aussi des sociétés civiles parce qu'on voit que ce type de montage, ce type de structure juridique a de plus en plus le vent en poupe. Maintenant, on sait quels sont ses avantages et aussi les pièges à éviter. Le CAC 40, il est en hausse d'1,02%, 4159 points.